La nature a-t-elle des droits? La question de savoir si la nature possède des droits invite à une réflexion profonde sur la relation avec notre environnement et sur la manière dont nous concevons les droits en général. Traditionnellement, les droits sont attribués aux individus ou aux entités capables de faire valoir ces droits, généralement des êtres humains ou des organisations. Cependant, envisager la nature comme titulaire de droits remet en question cette conception et ouvre la voie à une réévaluation de notre responsabilité envers l'environnement. Dans certaines cultures autochtones, la nature est perçue comme un ensemble d'entités vivantes interconnectées, chacune dotée d'une essence propre et d'une valeur intrinsèque. Par exemple, les Achuars d'Équateur considèrent que les hommes, ainsi que la plupart des plantes, des animaux et même des phénomènes météorologiques, sont des personnes dotées d'une âme et d'une vie autonome. Pour eux, il n'y a pas de distinction nette entre nature et culture, reflétant une vision holistique du monde où chaque élément a sa place et sa fonction. Cette perspective contraste avec la vision occidentale dominante, qui a longtemps considéré la nature comme une ressource à exploiter pour le bénéfice humain. Au fil des siècles, cette approche utilitariste a conduit à une exploration intensive des ressources naturelles, souvent sans égard pour les conséquences écologiques et sociales. Cependant, face aux défis environnementaux actuels, tels que le changement climatique et la perte de biodiversité, il devient évident que cette relation exploitative va devenir insoutenable à long terme. La reconnaissance des droits de la nature peut être vue comme une réponse à cette crise. En attribuant des droits à la nature, on cherche à établir un équilibre où les besoins humains sont satisfaits, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette approche implique une révision des systèmes juridiques et politiques pour intégrer la protection de l'environnement comme un impératif moral et légal. Par exemple, en Équateur, la Constitution reconnaît les droits de la nature, permettant aux citoyens de revendiquer en justice la défense de l'environnement. Cependant, cette idée soulève des questions complexes. Peut-on vraiment attribuer des droits à des entités non humaines qui ne peuvent pas défendre leurs intérêts? Comment déterminer quels aspects de la nature devraient être protégés et comment équilibrer ces droits avec les besoins humains? De plus, certains philosophes comme Hegel ont soutenu que le droit est intrinsèquement lié à la liberté de l'esprit humain, suggérant que la nature, en tant que non consciente, ne peut être sujette au droit. Selon cette perspective, bien que nous ayons des devoirs envers l'environnement, la nature elle-même ne peut pas détenir de droits au sens juridique. En définitive, la question des droits de la nature nous pousse à réexaminer nos valeurs fondamentalistes et notre place dans le monde naturel. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons vivre en harmonie avec notre environnement, en reconnaissant que notre bien-être est intrinsèquement lié à la santé de la planète. Cette réflexion est essentielle pour orienter les politiques publiques, les pratiques industrielles et nos comportements individuels vers un avenir plus durable et plus équitable pour tous les habitants de la Terre. Et toi, penses-tu qu'il serait nécessaire d'attribuer à la nature des droits? Vaut-il mieux être ignorant et heureux, ou bien conscient et malheureux? La question de savoir si il est préférable d'être ignorant et heureux ou conscient et malheureux a traversé les siècles et les courants philosophiques, interrogeant la nature du bonheur, le rôle de la conscience et les implications de l'ignorance. Les philosophes ont souvent débattu de cette dualité, certains suggérant que la conscience peut être une source de souffrance, tandis que l'ignorance pourrait offrir une forme de contentement. Cependant, cette perspective n'est pas unanime, et d'autres pensent que la conscience est essentielle à une vie pleinement humaine, malgré les défis qu'elle comporte. Épictète, stoïcien de l'Antiquité, avançait que de nombreux malheurs trouvent leur origine dans l'ignorance. Selon lui, la méconnaissance des principes de la philosophie et de la vertu conduit à des actions regrettables et à une vie marquée par la souffrance. Ainsi, une conscience éclairée serait le chemin vers la sagesse et le bonheur. De même, Rousseau, dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, suggérait que l'homme primitif, moins conscient de ses besoins et de ses désirs, vivait plus heureux que l'homme moderne, accablé par la connaissance et les complications qu'elle engendre. Cette idée soulève la question de savoir si la prise de conscience des réalités du monde n'introduit pas inévitablement le malheur. Nietzsche, quant à lui, proposa l'idée du surhomme, un individu capable de créer ses propres valeurs et de vivre au-delà des conventions morales traditionnelles. Cette notion nous invite à réfléchir sur la manière dont la conscience de soi et la remise en question des normes
peuvent mener à une existence plus authentique, bien que potentiellement plus complexe et douloureuse. Kant, philosophe des Lumières, mettait l'accent sur la raison et la moralité comme fondement de la dignité humaine. Selon lui, la conscience morale est essentielle pour distinguer le bien du mal et agir en conséquence. Cependant, cette conscience peut également être source de conflits intérieurs et de malheur, car elle expose l'individu aux dilemmes moraux et aux responsabilités. Goethe, écrivain et penseur allemand, explorait dans ses œuvres le thème de la connaissance de soi et des conséquences de cette connaissance. Ces personnages, souvent en quête de sens, illustrent les luttes intérieures entre désir de savoir et peur des implications de cette connaissance. De l'autre côté, certains philosophes contemporains comme John Stuart Mill reconnaissent que les humains, doués de facultés supérieures, peuvent éprouver des formes de bonheur plus subtiles, mais aussi des souffrances plus aiguës. Mill suggérait que, malgré les risques accrus de douleur, il est difficile pour un individu de se contenter d'une expérience moins éclairée, car il inspire à la richesse de l'expérience humaine. La question de l'ignorance et du bonheur a également été abordée sous l'angle de la psychologie et de la sociologie. Certains travaux suggèrent que la conscience accrue des problèmes mondiaux peut mener à l'anxiété et au stress, tandis que d'autres estiment que l'ignorance peut conduire à une vie moins épanouie, privée de sens profond. En définitive, cette question ne trouve pas de simple réponse. Elle reflète la tension entre désir humain de comprendre et d'évoluer et la quête d'une paix intérieure qui pourrait résider dans l'acceptation de cette ignorance. Elle invite chacun à réfléchir sur sa propre vie, ses valeurs et la manière dont il équilibre la recherche de la connaissance avec le besoin de la sérénité. Et toi, penses-tu qu'il est préférable d'être ignorant et heureux ou conscient et malheureux? L'expérience du bol de soupe. À quel moment change-t-il d'identité? L'expérience du bol de soupe est une illustration poignante des mécanismes complexes de l'identité personnelle et de la perception sociale. Dans ce récit, une vieille dame, après avoir acheté un bol de soupe dans un restaurant d'autoroute, s'aperçoit qu'elle a oublié de prendre une cuillère. En se levant pour en chercher une, elle découvre un jeune homme de peau noire qui s'est installé à sa table et qui mange dans son bol de soupe. D'abord surprise et quelque peu indignée par ce geste, qu'elle perçoit comme une intrusion, elle choisit néanmoins de ne pas réagir brusquement. Ils partagent la soupe à tour de rôle et, plus tard, des frites, échangeant des sourires et des gestes amicaux. Cependant, lorsque la vieille dame découvre que son sac à main a disparu, elle accuse immédiatement le jeune homme de voleur. Ce n'est qu'après avoir remarqué un bol de soupe intact sur une table voisine et réalisé qu'il manquait une cuillère sur un plateau, qu'elle comprend la réalité de la situation. Cette histoire met en lumière la manière dont nos perceptions et nos jugements peuvent être influencés par nos préjugés et nos attentes. La vieille dame, initialement perturbée par l'action du jeune homme, a fini par le considérer comme un complice, après avoir partagé le repas du jeune homme avec elle. Cependant, dès que quelque chose de négatif se produit, son jugement est rapidement influencé par des stéréotypes, conduisant à accuser le jeune homme sans preuve concrète. Ce retournement de situation invite le spectateur à réfléchir sur la fragilité de nos perceptions et sur la rapidité avec laquelle nous pouvons juger les autres en fonction de nos préjugés. Il nous pousse à nous remettre en question sur nos propres biais et à être conscients de la manière dont ils peuvent affecter nos interactions quotidiennes. En fin de compte, l'expérience du bol de soupe sert de miroir, reflétant nos préjugés et nous encourageant à adopter une perspective plus ouverte et empathique envers les autres. Elle souligne l'importance de l'introspection et de la remise en question de nos croyances préconçues pour favoriser une compréhension et une harmonie accrue dans nos relations interpersonnelles. Et toi, que penses-tu de cette histoire ? Jusqu'où obéissons-nous à l'autorité? Stanley Milgram a mené, dans les années 1960, une série d'expériences visant à comprendre les mécanismes sous-adjacents de l'obéissance à l'autorité. Inspiré par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, notamment la Shoah, Milgram cherchait à déterminer jusqu'où l'individu ordinaire pouvait aller sous l'influence d'une figure d'autorité légitime. L'expérience consistait à demander à des participants
d'administrer des décharges électriques de plus en plus fortes à une personne, qui est en réalité complice, à chaque fois qu'elle commettait une erreur lors d'une tâche d'apprentissage. Malgré les cris simulés de douleur et les supplications de la victime, une majorité significative des participants continuait à obéir aux ordres de l'expérimentateur, un scientifique en blouse blanche. Cette expérience met en lumière la capacité des individus à se conformer à des ordres, même lorsqu'ils vont à l'encontre de leurs valeurs morales et personnelles. Milgram a introduit le concept d'état argentique pour décrire le processus psychologique par lequel une personne se considère comme un instrument exécutant à la volonté d'une autorité, déléguant ainsi la responsabilité de ses actions à cette dernière. Cet état réduit la tension morale que pourrait provoquer l'infliction de souffrance à autrui, car l'individu se perçoit comme agissant sous la direction d'une figure d'autorité. L'expérience de Milgram soulève alors des questions profondes sur la nature de l'obéissance et de la responsabilité individuelle. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont les structures sociales et hiérarchiques peuvent influencer le comportement humain, et parfois au détriment de l'éthique personnelle. Comment se fait-il que des personnes apparemment ordinaires puissent commettre des actes qu'elles réprouveraient dans d'autres circonstances? Qu'est-ce qui nous pousse à suivre aveuglément des ordres, même lorsque nous savons qu'ils causent du tort? Ces questions sont d'autant plus pertinentes dans des contextes modernes où l'autorité et la conformité jouent des rôles cruciaux dans divers aspects de la société. Il est essentiel de noter que Milgram ne cherchait pas à accuser les individus ayant participé à l'expérience, mais plutôt à comprendre les conditions qui favorisent l'obéissance aveugle. Il mettait en garde contre les dangers potentiels d'une soumission non critique à l'autorité, suggérant que, dans certaines situations, n'importe lequel d'entre nous pourrait être amené à commettre des actes contraires à nos principes moraux. Tout cela sous l'influence d'une figure d'autorité perçue comme légitime. En somme, l'expérience de Milgram sert de miroir reflétant les aspects sombres de la nature humaine et nous incitant à examiner de manière critique nos propres comportements ainsi que les structures d'autorité auxquelles nous nous sommes soumis. Elle nous pousse à interroger les mécanismes psychologiques qui sous-entendent l'obéissance et à considérer les implications éthiques de nos actions dans des contextes d'autorité. Et toi, jusqu'où irais-tu pour obéir à l'autorité? La question de savoir si on doit agir moralement par obligation ou par compassion invite à une réflexion profonde sur les fondements de nos actions éthiques. D'un côté, certains philosophes comme Emmanuel Kant soutiennent que la moralité découle du devoir, c'est-à-dire l'obligation d'agir. De l'autre, des penseurs tels que Arthur Schopenhauer plaident que la compassion est une forme d'empathie envers la souffrance d'autrui. Kant introduit le concept d'impératif catégorique, selon lequel une action est moralement valable que si elle peut être universalisée, c'est-à-dire si la maxime qui la guide peut être adoptée par tous sans contradiction. Pour Kant, agir moralement signifie accomplir son devoir par respect pour la loi morale, indépendamment des inclinaisons personnelles ou des conséquences. Ainsi, même si on n'éprouve pas de sympathie particulière pour une personne, l'obligation morale de l'aider en cas de besoin demeure. Cependant, cette perspective kantienne a été critiquée par Schopenhauer qui considère que la morale ne peut pas être fondée sur des principes abstraits ou universels. Selon lui, la moralité doit s'adapter à la situation particulière de chacun. Schopenhauer affirme que la véritable base de la morale est la compassion. Cette capacité à ressentir la souffrance d'autrui, à être motivé, à y répondre. Pour lui, l'action morale découle d'une reconnaissance intuitive de la souffrance et des autres, ce qui nous pousse à les aider sans attendre de récompense. Cette opposition entre éthique du devoir et éthique de la compassion soulève des questions universelles sur la nature de nos actions morales. Agissons-nous moralement parce que nous reconnaissons une obligation universelle qui transcende nos sentiments personnels, ou est-ce que c'est notre capacité à ressentir et à comprendre la douleur d'autrui qui nous pousse à agir de la manière éthique? La réponse à cette question influence non seulement notre conception de la moralité, mais aussi la manière dont nous structurons nos sociétés et nos systèmes juridiques. En définitive, cette réflexion nous invite à examiner nos propres motivations et à considérer si nos actions sont guidées ou non par un sens du devoir impersonnel. Peut-être que la véritable moralité réside dans un équilibre entre ces deux approches, intégrant à la fois reconnaissance de principes universels et compréhension d'expériences individuelles. Alors, doit-on agir moralement ou bien par compassion ?
Quand est-ce qu'un objet cesse d'être lui-même? Le paradoxe du bateau de Thésée est une réflexion philosophique ancienne qui interroge la nature de l'identité et la continuité à travers le changement. Cette énigme invite à méditer sur ce qui constitue l'essence d'un objet, bien d'un être, et comment cette essence peut subsister malgré des transformations radicales. Selon la légende rapportée par Plutarque, le héros grec Thésée, après avoir vaincu Minotaure, entreprit un voyage de retour vers Athènes. Au fil du temps, le navire qui le portait subsistait d'usure. Pour préserver le vaisseau, les Athéniens remplaçaient progressivement les planches endommagées par de nouvelles pièces. Ce processus de réparation continua, jusqu'à ce que chaque composant du navire soit remplacé. La question qui en découle est donc, le navire ainsi reconstruit est-il toujours le même que celui d'origine? L'une des interrogations centrales est de savoir si l'identité d'un objet réside dans la matière dont il est composé ou dans sa forme et sa fonction. Si chaque planche du navire est remplacée, l'objet conserve-t-il son identité ou bien, dès que la matière change, une nouvelle entité émerge-t-elle? Le paradoxe met en lumière la tension entre continuité et changement. Un objet peut-il demeurer identique s'il subit des modifications continues? Cette réflexion s'étend au-delà des objets animés, pour englober les êtres vivants et même les institutions sociales. Ce dilemme s'applique également à la notion d'identité personnelle. À mesure que notre corps et notre esprit évoluent, restons-nous fondamentalement les mêmes individus? Les changements physiques, cognitifs et émotionnels affectent-ils notre essence? Le paradoxe du bateau de Thésée trouve des échos dans divers domaines modernes. Dans la biotechnologie et la médecine, les avancées médicales permettent de remplacer des organes ou des tissus humains. Sommes-nous toujours les mêmes avec le poumon de quelqu'un d'autre? De même pour les technologies et les objets numériques. Le paradoxe du bateau de Thésée ne cherche pas une réponse définitive, mais invite chacun à réfléchir sur la nature de l'identité, mais sur ce qui définit réellement un objet ou un individu à travers le temps. Est-ce que c'est la constance de la matière, la préservation de la forme, la continuité de la fonction ou bien une combinaison de ces éléments qui fait qu'un objet reste le même? Et pour vous, quand est-ce qu'un objet cesse d'être lui-même? La maxime socratique « je sais que je ne sais rien » invite à une profonde introspection sur la nature de la sagesse et de la connaissance. Socrate, à travers cette déclaration, ne se contente pas de reconnaître une simple ignorance, mais souligne une posture philosophique essentielle, la reconnaissance de la limite de notre savoir. Cette prise de conscience ne se résume pas à un constat d'ignorance, mais ouvre la voie à une quête incessante de compréhension et d'humilité intellectuelle. En affirmant son ignorance, Socrate se distingue des prétendus sages de son époque qui, convaincus de détenir la vérité, ne remettaient jamais en question leurs convictions. Pour Socrate, admettre que l'on ne sait rien est le premier pas vers une sagesse authentique. Cette approche invite à une réflexion sur notre propre rapport au savoir. Sommes-nous ouverts à l'idée que nos connaissances sont limitées et susceptibles d'évoluer? Ou bien nous accrochons-nous à nos certitudes, fermant ainsi la porte à l'apprentissage et à la croissance personnelle? La notion de docte ignorance, développée par Nicolas de Cues au XVe siècle, approfondit cette réflexion. Selon lui, reconnaître notre ignorance est une forme de savoir supérieur, une sagesse éclairée qui comprend que certaines vérités échappent à la compréhension humaine. Cette perspective nous pousse à accepter que certaines questions demeurent sans réponse définitive, nous encourageant à cultiver l'humilité face à l'immensité du savoir. Cette philosophie du non-savoir a des résonances dans une autre tradition de pensée. Par exemple, Confucius enseignait que la véritable connaissance commence par la reconnaissance de cette ignorance. Cette idée est également présente dans la philosophie orientale, où l'humilité et la reconnaissance de nos limites sont considérées comme des vertus essentielles sur le chemin de l'éveil. En somme, la philosophie du non-savoir nous invite à adopter une posture d'humilité intellectuelle, reconnaissant que notre compréhension du monde est toujours incomplète et en évolution. Cette reconnaissance n'est pas signe de faiblesse ou de résignation, mais c'est une force qui nous pousse à nous questionner, à apprendre et à grandir. Elle nous encourage à embrasser l'incertitude et à voir la quête de connaissances comme un voyage sans fin, riche en découvertes et en transformations personnelles. Et vous, pensez-vous qu'il est nécessaire de reconnaître notre non-savoir ?